Il s'agit principalement, et là pour le coup ça n'est que de manière conjoncturelle que ces recettes augmentent, puisque nous avons enregistré avec satisfaction le versement, certes avec beaucoup de retard par l'État, de la dotation de développement urbain de 2015. Je rappelle à toutes fins utiles que la dotation de développement urbain s'appelle aujourd'hui dotation politique de la ville, mais que, bien entendu, pour ceux qui ont fait de l'anglais, ils se rappellent sans doute des longs cours que chacun a reçus pour les faux amis en anglais. Dotation de la politique de la ville, c'est un faux ami en français, puisqu'en réalité, il s'agit simplement du nouveau vocabulaire utilisé pour l'ancienne dotation de développement urbain, et ça n'a rien à voir avec ce qu'on appelle communément la politique de la ville. Donc nous avons eu enfin les 770 000 euros promis à la dotation de développement urbain 2015 pour la rénovation de l'office scolaire de l'Aune. Le troisième point que je vais évoquer rapidement en matière de crédit de fonctionnement, c'est la réduction des dépenses de fonctionnement hors masse salariale, donc le chapitre 11, puisque dans le cadre de la bonne gestion de nos moyens, et je tiens à en féliciter l'ensemble des services qui ont été fortement contributeurs, nous baissons de 1,2 million d'euros les crédits inscrits au chapitre 11. Parmi ces réajustements, on voit notamment la baisse des charges de copropriétaires reversées à la Séméco au titre des parkings. Parce que là encore, je suis navré pour ceux qui n'aiment pas qu'on parle du passé, mais le toilettage entamé en 2014 n'est pas encore terminé. Donc à force de toiletter, on trouve des sources d'économie. Donc ces charges de copropriété versées par la ville à la Séméco ont baissé de 200 000 euros, passant de 1 million à 850 000 euros, de 1,05 million à 850 000 euros. Et donc parallèlement, la taxe foncière que la ville doit acquitter sur ces parkings a donc également baissé. Il n'y a donc plus que 625 000 euros à verser au titre de la taxe foncière aux services fiscaux au lieu des 850 000 euros prévus initialement. La direction générale des services techniques a également pu dégager une baisse supplémentaire en crédit de fonctionnement pour environ 200 000 euros, et les dépenses de communication ont à nouveau baissé de 160 000 euros. Tous ces chiffres, vous les retrouvez de manière synthétique dans le fameux tableau dont je vous parlais tout à l'heure. Donc en matière de dépenses de fonctionnement, nous avons 2,27 millions d'euros supplémentaires sur la masse salariale, 1,2 million d'euros de baisse sur le chapitre 11 fonctionnement hors masse salariale, et nous avons un ajustement sur le chapitre 65, qui sont les dotations, subventions, participations, en baisse, là encore, de 328 000 euros, notamment du fait de la baisse de la cotisation au syndicat intercommunal de Bobigny, suite à la rénovation des statuts de ce syndicat, dont nous avons déjà débattu devant vous. Et dernier petit point, dans ces 320 et quelques mille euros, il y a également la suppression du versement de la subvention de fonctionnement à l'OPH de Bobigny. Vous le savez, nous nous sommes engagés, ça a été expliqué ici par Jonathan Bérébi, par le maire, par moi-même, nous nous sommes engagés dans le cadre des négociations avec la CG2LS à maintenir une aide de la ville de 750 000 euros par an sur 5 ans, ce que nous faisons, puisque ces 750 000 euros sont inscrits en budget d'investissement, vous les avez votés, on n'y touche pas. Les 175 000 euros de subvention de fonctionnement, en l'occurrence à l'OPH, représentent, je pense que monsieur le maire va en parler tout à l'heure dans la 3e délibération, c'est ça, modification des emplois communaux, correspondent à l'opération que nous sommes en train de mener, la création de la fameuse coopérative HLM de Bobigny, et pour laquelle les 34 fonctionnaires de l'OPH de Bobigny pourront du moins être rattachés aux services municipaux à partir du 1er décembre. Ces 175 000 euros correspondent donc au montant de la masse salariale, assurance, etc., que la ville aura à prendre à sa charge, qui ne seront donc parallèlement pas payés par l'OPH. Ce n'est pas qu'au début de l'année, nous avions prévu de faire ça. Je préviens tout de suite, hein, pas de mauvaise intention de notre part dès le mois de février. Mais en tout cas, pour que cette opération soit menée jusqu'au bout, eh bien,
nous mettons en ligne l'ensemble des éléments, et donc y compris les comptes de la ville. En ce qui concerne l'investissement, et donc un deuxième événement important dans cette décision modificative, et j'en terminerai par là, Monsieur le maire, la modification sur le budget d'investissement tient principalement, et vous l'avez sans doute relevé, en une baisse importante en matière de dépenses d'investissement, qui sont donc équilibrées par aussi une baisse des recettes de 6,5 millions d'euros au total. Ce n'est pas une baisse conséquente de l'investissement de la ville, puisqu'il s'agit d'une part d'opérations comptables, qui sont les fameuses avances versées sur les marchés de l'ordre de 2 millions d'euros. Nous pratiquons depuis un certain temps en dépenses et en recettes des montants de crédit permettant à la ville de verser des avances aux entreprises qui exécutent les marchés d'investissement. Or, nous devons constater qu'il y a de moins en moins d'entreprises qui sollicitent ces avances. Y a-t-il une explication? Sans doute oui. Et on me dit que l'explication tient au fait que lorsque les entreprises sollicitent des avances, ils sont obligés de se lancer dans une procédure administrative importante qui fait qu'un certain nombre d'entreprises y renoncent. Et comme la ville, vous ne l'ignorez sans doute pas, est devenue ces 3 dernières années un très bon payeur, puisque sur le premier semestre 2017, nous sommes dans les objectifs gouvernementaux, c'est-à-dire bien mieux que l'ensemble la moyenne des collectivités locales, nous payons maintenant les factures à 30 jours. Nous revenons de loin, parce qu'il y a encore quelques années, c'était plutôt 60, voire 90. Donc ceci est peut-être un élément aussi qui explique que les entreprises sont de moins en moins conduites à nous demander des avances, puisqu'ils savent dorénavant que les factures sont payées, non pas à la vitesse de la lumière, mais à la vitesse comptable raisonnable. C'est un des éléments d'ailleurs qui nous a valu dans le dernier rapport de la direction départementale des finances publiques sur la gestion financière de la ville, une note de 17 sur 20. C'est pas souvent qu'on parle de Bobigny en bien. Je tenais à vous faire partager cette bonne nouvelle. Troisième, donc l'élément principal tient au report à 2018 de l'acquisition en VFA du groupe scolaire de la future ZAC Écocité. Vous savez que j'avais expliqué au moment du vote du budget que nous mettions dès 2017 un certain montant pour acheter cette fameuse école. Vous savez, dans le projet qui est juste à côté de la passerelle Pierre-Simon Girard, je ne me trompe pas, monsieur le maire, c'est bien ça, il y a un groupe scolaire de 14 classes avec une salle d'évolution et un centre de loisirs, pour un montant dans le budget de la ville de 9,5 millions d'euros. Compte tenu de l'occupation illégale prorogée du camp de Rome, j'aime pas le terme, mais c'est comme ça qu'il est convenu de l'appeler, sur le terrain sur le terrain d'assiette où cet ensemble immobilier doit voir le jour, eh bien, il y a peu de chances, voire aucune chance, que nous ayons à verser cette somme en 2017. Nous sommes donc suspendus, ce projet important, parce que, un groupe scolaire à Bobigny, on en a besoin. Il était prévu. Il était même prévu qu'il puisse ouvrir à la rentrée 2018, non pas pour les habitants du canal, puisqu'ils ne seront pas très nombreux encore, mais pour soulager un certain nombre d'autres secteurs scolaires, et notamment pour réaliser en partie, mais en partie seulement, une opération de rénovation sur l'école Marie Curie et Anne Frank, c'est ça ? Puisqu'à un moment, nous avons décidé que les rénovations importantes dans les écoles ne pouvaient pas se faire, comme c'est fait par exemple le chantier de Delaune, avec école occupée. C'était bien trop compliqué et les chantiers sont bien trop longs. Donc l'idée que nous avions, c'est que nous pouvions en partie assurer, soit pour la maternelle, soit pour l'école élémentaire, de pouvoir héberger une partie des classes dans ce nouveau groupe scolaire dès la rentrée 2018. Ça ne sera pas le cas. Et ça ne sera pas le cas, encore une fois, je vous le dis, c'est un fait, ça n'est pas une interprétation politique ou morale. Ce camp qui devait disparaître
en juin 2015, ce qui nous a été assuré à l'époque, était assuré en 2014 par les deux associations qui, depuis 3 ans déjà, assuraient le suivi des 30 familles occupant ce terrain, n'a pas pu être fait. Nous sommes aujourd'hui en 2017, donc 2 ans après le départ programmé, ils sont toujours là et nous avons affaire à des procédures au tribunal administratif d'un certain nombre d'avocats qui retardent les décisions, Il devait y avoir une décision en juin, puis en septembre, puis en novembre et maintenant en janvier, voire en février. Et donc les projets qui devaient voir le jour, et notamment cette école, ne peuvent pas voir le jour à temps. Ensuite, il y a aussi eu le report d'un certain nombre d'acquisitions et donc de cessions. C'est pour ça que vous le retrouvez à la fois en dépenses et en recettes. Donc sur les recettes d'investissement, sur le PRU Karl Marx. Les cessions prévues pour le lot F3 à Logirep pour un montant d'1,2 million d'euros et pour le lot D1 à Bouygues pour 1,8 million d'euros sont également retardées. Je ne reviendrai pas ici une fois de plus sur l'ensemble des projets qui sont en retard par rapport au calendrier. Ces dossiers, vous les avez déjà vus en conseil municipal puisque nous avons procédé par plusieurs délibérations à un certain nombre de déclassements du domaine public pour pouvoir vendre à ces différents promoteurs et ainsi terminer l'opération de renouvellement urbain de la cité Karl Marx. Et pour le coup, le fait que nous vendions à des promoteurs privés n'est pas une volonté municipale, mais c'est bien la poursuite du projet qui avait été engagé depuis fort longtemps. Et donc enfin, en reprenant les chiffres sur les plus et les moins dans les dépenses et dans les recettes, que ce soit de fonctionnement ou d'investissement, vous pourrez constater par vous-même que la réduction du le besoin d'emprunt nouveau de la ville a donc été réduit de 3,8 millions d'euros pour arriver aux horizons de 5,5 millions d'euros sur l'année, ce qui est ce que j'avais indiqué au moment du vote du budget principal et dont on m'avait contesté que nous réussirions à arriver à cet horizon. Nous y sommes donc arrivés. Non, je ne suis pas devin, simplement nous savons à peu près comment cette ville se gère et quel est le point d'arrivée à la fin de l'année. Au 31 décembre 2017, nous arriverons donc à un emprunt total de la ville, un encours d'emprunt de 99 millions d'euros, en forte baisse, et qui atteint un niveau qui est celui, en gros, de 2009. Nous avons donc non seulement réduit l'encours des emprunts que nous avons nous-mêmes contractés depuis 2014, mais nous sommes arrivés à un niveau d'emprunt qui est celui d'il y a 8 ans. Si le budget 2018 peut être voté dans les termes dans lesquels nous allons vous le présenter dans un certain nombre de semaines, nous arriverons même à baisser encore cet encours d'emprunt à la fin de l'année 2018. Je le redis encore une fois, la baisse de l'encours d'emprunt est un élément important dans la gestion de la ville. D'abord parce qu'il baisse de manière considérable également les frais de fonctionnement. Il y a un élément que je ne vous ai pas donné tout à l'heure, mais que vous retrouvez bien entendu dans les documents qui sont à disposition de tous les élus. Dans l'ensemble des baisses de crédit en matière de fonctionnement, vous trouvez une baisse de 900 000 euros. 900 000 euros sur une seule année, qui correspond à la diminution, ce qu'on appelle la diminution de la charge de la dette, c'est-à-dire des emprunts que nous payons. Et si les emprunts que payent les Balbyniens baissent de 900 000 euros en 2017, de 900 000 euros supplémentaires, c'est bien parce que le total de l'emprunt, et ça, chaque citoyen le comprendra, moins vous avez de dettes, moins vous payez d'intérêts. Donc, de baisser l'encours de la dette pour la ville a un double intérêt. Celui d'abord, je le disais, de faire baisser bien évidemment les dépenses de fonctionnement annuelles, mais a un autre intérêt, celui de pouvoir être prêt le jour où il faudra être prêt, et comme nous l'avons toujours annoncé, lorsque les vrais besoins d'investissement à long terme
en ce qui concerne notamment le renouvellement urbain des quartiers de l'Abreuvoir et du centre-ville sera venu, il sera temps à ce moment-là de pouvoir emprunter des sommes importantes sans pour autant, contrairement à ce qui a pu se faire avant et ailleurs, sans pour autant baisser le niveau d'investissement que nous mettons dans les travaux du quotidien. Juste un chiffre, nous sommes cette année à 3,1 millions d'euros d'investissement engagés, 3,1 millions d'euros d'investissement dans les seuls groupes scolaires. Nous étions, dans la mandature précédente, à une moyenne d'1,3 million d'euros sur la même opération d'investissement dans les écoles. Je vous remercie. Merci, Monsieur Bartholmé. Monsieur Moury. Monsieur le maire, monsieur l'adjoint au budget, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, ce soir nous examinons la décision modificative numéro 1 du budget de la ville. L'élément central de la discussion, c'est l'ajustement budgétaire que vous proposez. Et la justification, vous en avez parlé de façon fort honnête, la justification d'une hausse importante des frais de personnel dans la collectivité. Or, à cette étape budgétaire, nous devrions gérer l'imprévu. Vous avez d'ailleurs vous-même parlé d'ajustement. Or, quand on voit les chiffres, on n'est pas dans l'imprévu. On est dans la mise en œuvre d'orientations politiques. Il semble néanmoins que la maîtrise des dépenses du personnel, voire même leur infléchissement que vous avez annoncé lors du BP, soit soumise à des aléas. Si l'on peut comprendre que les besoins de personnel dans le domaine de l'éducation soient flagrants, au regard des conditions dans lesquelles se passent les pauses méridiennes ou l'accueil périscolaire des enfants, on comprend aussi très bien que votre politique en matière de sécurité entraîne des dérives financières. On pourrait comparer la relation que vous entretenez avec ce poste à celle d'un particulier avec un crédit revolving. Plus vous payez, plus l'envie est grande de repayer encore. À ce jeu, le désinvestissement de l'État en matière de force publique peut continuer, et les inégalités de traitement des citoyens sur ces questions aussi. En tout cas pourra continuer tant que leurs impôts locaux seront en mesure de payer la note. Depuis le début du mandat, nous avons souligné cette dérive possible, et nous vous avons posé la question à chaque fois que le sujet était débattu en conseil municipal. Est-ce bien raisonnable pour les finances communales de s'engager dans un tel dispositif de police municipale ? Ce sont vos choix, des choix politiques. L'interrogation de ce soir, j'y reviens, porte donc surtout sur l'impréparation du budget primitif. Pourtant, la reprise des personnels de l'ALCLVB n'est pas nouvelle. Les postes nécessaires au bon fonctionnement des temps périscolaires et de loisirs non plus. Les élections étaient inscrites dans un calendrier et donc prévisibles. Le renfort de la police municipale n'est pas nouveau, ni même le recrutement des personnels pour regarder les images de vidéosurveillance. Les dérives concernant les embauches que vous effectuez à la mairie, dont vous vous défendez depuis 3 ans, ne seraient-elles pas en train de poser un problème ? L'indicateur dont vous vous targuez jusqu'à maintenant, à savoir la maîtrise des dépenses de personnel, vient fragiliser votre discours. Nous vous avons démontré lors du précédent débat budgétaire que la structure du personnel avait été modifiée, précarisée. Ce qui nous intéresse, nous, ce n'est pas la contrainte absolue du budget consacré au personnel, même si nous sommes d'accord sur la nécessité de le maîtriser. Non, ce qui compte avant tout, ce sont les conditions créées pour rendre un service correct à la population. Et force est de constater que la précarisation des personnels, les embauches par affinité, qui ne riment pas d'ailleurs toujours avec assiduité, ne créent pas les conditions d'un service public performant, comme on le dit maintenant. Laissez-nous donc douter ce soir du sérieux de votre gestion, à commencer par celle du personnel. Pour notre part, nous sommes loin de vous donner 17 sur 20. Concernant les investissements, si nous notons que le gouffre financier, pour reprendre les propos du maire en début de mandat, de la ZAC Hôtel de Ville, permet d'alléger les dépenses d'investissement, le gouffre de la vidéosurveillance, lui aussi, est visible, puisqu'on arrive à 400 000 € en plus de ce qui était prévu. Concernant la voirie, nous avons ne pas retrouvé dans le M14 les chiffres annoncés dans le mémoire de 2,4 millions consacrés à cette année. Difficile donc de juger du caractère sanctuarisé de ces dépenses. Vous pourrez peut-être nous aider. Une autre question. Quand vous parlez de recentrage des moyens,
sur les opérations prioritaires opposant dans le discours la rénovation des bâtiments administratifs. Ce recentrage concerne-t-il aussi les dépenses d'éclairage? Car vous oubliez de signaler que ce poste de dépenses diminue de 55% par rapport au montant prévu au BP, au budget prévisionnel pour le public. Comme quoi on fait bien dire aux chiffres ce que l'on veut, et l'on peut ainsi faire prendre aux balbiniens les vessies pour des lanternes. Autant pour moi. Monsieur Bartholmé. Non, pardonnez-moi, j'attendais la chute. Mais sauf que si chute, reprenons, Monsieur Maury, si vous le voulez bien, sur la baisse de 55% des crédits d'investissement sur l'éclairage public. Je ne voudrais pas me tromper et continuer à dire des bêtises, donc je vais vous demander les chiffres à vous. Après avoir donc constaté une baisse de 55% sur l'opération éclairage public, pouvez-vous nous dire à combien se monte donc le montant restant? D'accord. Je vais dire on est à peu près à 1 million. On est à peu près ce qui reste, c'est à peu près 1 million. C'était à peu près 1 million. Bien. Est-ce que vous savez quel était le montant inscrit sur cette même ligne au budget 2013? Pourriez-vous me donner le chiffre? Non, pas du tout. Au budget 2013, combien il y avait d'inscrits sur cette même ligne, Monsieur Maury? Le budget que vous avez voté. 100 000 euros. 100 000 euros. Et là, après les graves suppressions que nous venons de faire par rapport au budget primitif, on est encore à plus d'1 million. Moi, je veux bien être jugé tous les jours par les balbiniens, parce qu'on baisse des crédits après les avoir multipliés par 10. Mais tous les jours, Monsieur Maury. Donc, c'est bien de se fier à ces chiffres, mais comme vous le voyez, je suis quelqu'un qui a un peu de mémoire, et quand on a un peu de mémoire, on arrive à dégager un peu quelques tendances. Donc sur l'éclairage public, je le redis, ça n'a jamais été indiqué comme les priorités municipales. Et si vous n'arrivez pas à trouver les 2,4 millions d'euros sur, soyons techniques, l'opération 29, c'est-à-dire l'investissement dans la voirie, c'est parce que j'ai dit ici, vous pouvez le retrouver régulièrement depuis 3 ans dans les débats publics. Ils sont publics, donc il y a des minutes, on peut les consulter. Tout un chacun peut le faire d'ailleurs. Que notre ambition, c'était de doubler les crédits par rapport à la municipalité précédente. La municipalité précédente, sur les 6 années de votre mandat, vous avez dépensé en moyenne sur l'opération 29 aux environs de 800 000 euros. Nous sommes depuis 2015 à un montant budgétaire qui est de 1 600 000 euros. Donc quand nous sommes à 2,4 millions, c'est parce que nous avons mis 1 600 000 euros de crédits nouveaux. Et le reste, ce sont des reports des années précédentes. Des reports, vous me concéderez qu'il y en a toujours. Et la meilleure preuve qu'on ne reporte, on ne fait pas 1,6 million, on en fait la moitié, on reporte 800 000 pour faire 2,4 millions, c'est que les reports se font d'année en année. Et vous verrez très probablement qu'au compte administratif 2017, qui retrace donc la totalité des opérations 2017, que nous dépassons sans doute ces 2,4 millions. Et vous verrez que nous ferons en 2018 la totalité des reports encore. C'est-à-dire nous serons à 1,6 million, plus le report de ce qui n'a pas été fait en 2017, de ce qui n'a pas été fait en 2013, de ce qui n'a pas été fait en 2014, etc. Donc ce chiffre, vous le verrez augmenter d'année en année. Parce que chaque année, nous avons décidé, c'est une décision politique. Parfois les services nous disent, vous mettez trop d'argent, on n'arrive pas à suivre. Peut-être. Nous avons décidé que cette ligne serait à 1 600 000 euros, hors report. Donc vous ne trouvez peut-être pas la totalité, mais vous finirez par la trouver en cherchant bien. Vous nous dites que la ville est mal gérée, donc très bien. Moi, si la ville avait été bien gérée avant, j'aurais jamais été candidat, hein, sincèrement. Donc effectivement, votre jugement sur la gestion de la ville ne peut pas être le nôtre. Et lorsque vous nous dites que il y a des dérives importantes, que c'est pour ça que j'ai dit que c'est 2,27 millions par rapport à 56 millions de budget sur la masse salariale. Et
quand vous dites que cette dérive, c'est dû aux dépenses pharaoniques sur la sécurité, alors d'abord, permettez-moi de le rappeler, ça fait un petit peu partie de nos engagements. Donc comme ça fait partie de nos engagements, on a un peu de mémoire encore, et on le fait. Et si on le fait, ça coûte de l'argent. Et on l'assume. Vous savez, quand on a dit on fait la cantine gratuite, je me souviens en 2014, dans les premiers conseils municipaux, on nous disait du côté de l'opposition, vous y arriverez jamais. C'est fait depuis le 1er janvier 2015. Est-ce que ça a coûté de l'argent? Oui, monsieur, ça a coûté de l'argent. Mais quand parallèlement on a réussi en 2014-2015 à supprimer 1 million d'euros de dépenses, 1 million d'euros de dépenses sur les budgets communication et fêtes et cérémonies, c'est que vous les dépensiez bien. C'est 1 million d'euros, monsieur Moury, en communication et en fêtes et cérémonies. Je ne suis pas convaincu que les Balbiniens pensent que 800 000 euros de crédit supplémentaire pour la cantine gratuite, c'est pas bien de supprimer 1 million d'euros pour la communication, les fêtes et cérémonies. Vous voyez, quand vous parlez d'imprévision, je suis désolé, je suis obligé de rappeler un peu quelques chiffres. Sur la LCLVB, vous nous dites que c'était prévisible. Bien sûr, c'était prévisible. Mais est-ce que les calculs et est-ce que les dépenses étaient bien les bonnes? Moi, je me souviens très bien que l'année dernière, on a voté 2 millions d'euros de subventions pour la LCLVB. Et enfin, quand on nous a dit voilà ce qu'il faut compter en masse salariale, un machin truc, il y a peut-être des gens qui se sont un peu trompés. Ça peut arriver. Toujours sur la masse salariale, c'est bien de parler de la direction de la tranquillité publique. Je le redis, les chiffres sont écrits, 575 000 euros de plus par rapport à ce qui était prévu. Mais quand on va tellement vite en disant pour l'éducation c'est bien. Oui, donc 1,6 million de plus pour l'éducation, ça on n'en parle pas. Mais un tiers de cette somme sur la tranquillité publique, ça on en parle. Mais chacun ses proportions, hein. On parle de 575 000 euros sur 58 millions d'euros de budget du personnel. Oui, si une augmentation d'1% de la masse salariale pour assurer mieux la sécurité des Balbiniens, vous trouvez que c'est pas bien, c'est votre opinion. C'est pas matière à débat. Vous n'êtes pas d'accord. Dites que vous n'êtes pas d'accord. Mais essayez de dire qu'on gère mal cette ville parce qu'on tient les engagements qu'on a pris devant les électeurs. Bon, chacun sa vision de la politique. Enfin, en ce qui concerne les impôts locaux, puisque vous suggérez que vous sous-entendez que la police municipale va mettre à mal les impôts locaux, je ne l'ai pas répété, parce que pour moi ça me semble simple. On a pris un engagement en 2014 en disant que nous n'augmenterons pas les impôts locaux. Nous ne les avons pas augmentés, et nous ne les augmentons pas. Et s'il faut que je vous le répète à chaque conseil municipal où il est question de budget, c'est avec plaisir que je vous répéterai à chaque conseil municipal où il est question de budget, monsieur Moury, nous n'avons toujours pas augmenté les impôts. Et donc d'essayer de faire croire qu'on est en train de piller les poches des Balbiniens pour une politique sécuritaire, d'abord, vous qui êtes tellement fort en matière de consultation, de référendum, de machin, demandez aux Balbiniens s'ils sont d'accord pour la police municipale ou pas. Vous aurez peut-être des surprises. Oui. Ouais, moi, j'adorerais, monsieur Abdel Sadi, que vous puissiez aussi parler quand le micro est ouvert et pas uniquement quand il est fermé. Ça nous intéresse tous. Très bien. Les règles de la démocratie nous concernent tous, sauf vous. J'ai bien compris. Nous avons tous compris que les règles de la démocratie sont faites pour les autres. Très bien. J'ai tout à fait raison. Je vous remercie de me donner raison. Donc sinon, sur cette décision modificative numéro 1, j'aurais aimé que vous nous disiez que c'était de l'imprévision totale, que nous ayons enlevé 4,5 millions de recettes en matière d'investissement parce que les opérations ont encore été reportées. Non, ça c'est... Ah d'accord, 500 000 euros, c'est super grave. 4,5 millions d'un côté, 1,6 million de l'autre, ça c'est pas très grave. Alors, M. Moury, vous savez, j'ai l'habitude d'essayer de répondre de manière claire à vos questions claires. Là, on s'égare vers de la politique, donc vous me permettrez... ou pas d'ailleurs, parce qu'apparemment chacun peut dire ce qu'il veut, donc chacun est libre de dire ce qu'il veut.
C'est très bien, c'est aussi une certaine forme de démocratie. Moi, j'essaie en général d'avoir le respect de mes interlocuteurs, qu'ils soient dans la majorité ou dans l'opposition. Donc, commencer à dire que c'est une gestion hasardeuse, que c'est un machin, très bien. Globalement, c'est 2,27 millions sur 116 millions. C'est mal géré, dont acte. C'est votre avis. Je ne le partage pas, vous m'en excuserez. Mais sur les quelques points que vous avez soulevés, je voudrais juste vous rappeler que vous mettez dans ma bouche des mots qui parfois n'y sont pas. Quand vous dites que l'objectif, c'était la baisse de la masse salariale, il me semble, et là encore, conseil municipal, donc on peut répéter, que l'objectif qui avait été indiqué, c'est la stabilisation, que vous disiez qu'avec cette décision modificative, nous avons raté cet objectif de stabilisation, dont acte. Vous avez raison. Vous avez raison. Mais l'objectif principal qui a été annoncé depuis 2014, c'était la baisse des frais de fonctionnement. Donc le chapitre 11. Je suis désolé, ça fait un peu technique, mais au moins on sait de quoi on parle. Et la baisse des frais de fonctionnement, nous la maintenons depuis 2014. Et j'ai dit effectivement ici que les frais de fonctionnement, on les avait suffisamment baissés et que les objectifs des budgets suivants ne seraient plus de les baisser. Et j'ai expliqué tout à l'heure que si ça baissait encore d'1,2 million d'euros, c'était dû notamment à un certain nombre d'efforts de, comment dire, de remise au net d'un certain nombre de dispositifs, et notamment, là encore, pardonnez-moi, c'est pas le président de la SEMECO qui parle, je voudrais quand même adresser les remerciements à la direction générale de la SEMECO et à l'ensemble des cadres qui ont fini par mettre au jour un certain nombre de choses qui permettent à la ville et donc à l'ensemble des Balbiniens, ça fait du bien aussi à leurs impôts, de baisser les charges que la ville doit payer à la SEMECO et conséquemment des charges que la ville doit payer à l'État en matière de taxes foncières. J'aurais préféré le découvrir en 2014, en 2015 ou en 2016. On le découvre cette année. Mais au moins, dans les années qui suivent, c'est cette somme-là qu'on paiera et pas plus. Merci Monsieur Bartholmé. Monsieur Moury. Oui, quelques points de réponse. Sur les engagements, effectivement, vous étiez engagé à créer une police municipale, mais par exemple sur la question de l'armement, ce qui est quand même un point important, parce qu'il y a une ville dans le 93 qui vient de mener un référendum pour savoir s'ils devaient armer leur police municipale. C'est pas neutre que des gens soient armés comme ça, des fonctionnaires. Non seulement c'était pas annoncé, mais en plus il n'y a même pas eu de débat ici. Rappelez-vous, on a appris ça, il y a eu un vulgaire mémoire technique dans lequel on apprenait qu'on donnait l'autorisation à une partie du personnel d'aller s'entraîner sur un pas de tir. C'est comme ça qu'on en a déduit que la police municipale allait être armée. Donc moi je veux bien que votre feuille de route ce soit les engagements, mais vous en êtes sorti un certain nombre de fois. Et on parlera de l'OPH suffisamment tout à l'heure. C'était pas du tout, sa privatisation n'était pas du tout dans votre programme. La cantine gratuite, vous l'annonciez pour tous. J'ai encore ma fille qui est en dernière année de maternelle. On paye la cantine aujourd'hui, donc c'est pas tout à fait là. Vous avez un peu déraillé. Sur la sécurité, on peut que le déplorer, mais je crois bien qu'il y a eu encore une fusillade à Paul-Éluard ce matin. Je ne sais pas où est l'efficacité, effectivement, où sont l'efficacité des moyens mis en œuvre. Sur nous n'augmenterons pas. Alors, vous me dites que je mets dans votre bouche des mots qui n'y sont pas, mais vous faites exactement la même chose avec moi. Ou alors vous n'avez pas bien compris ma phrase. Quand je parlais des difficultés sur la fiscalité locale, c'était pas vous que je visais, mais effectivement, ça vous a permis de dire pour la énième fois que vous n'aviez pas augmenté. Pour ceux qui ne l'ont pas entendu, ils n'ont pas augmenté les impôts. Ok, on a tous compris. Non, je parlais de Macron, là. Je parlais du président Macron et des difficultés qu'il va mettre sur les finances, des collectivités. Donc voilà, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit moi non plus. C'était les quelques points de réponse. Merci Monsieur Moury. Donc, si vous voulez pas qu'on vous dise ce que vous n'avez pas dit, précisez quand vous parlez. Très bien. Nous allons passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? En vous remerciant, donc délibération numéro 1 adoptée.
Donc mémoire numéro 2, transfert de la gestion du réseau de chaleur existant de la commune de Bobigny au Sipérec suite à l'accord du lancement de l'opération géothermique Drancy-Bobigny. Mesdames et messieurs les élus, afin de vous présenter la délibération portant sur le projet de géothermie, je vous propose dans un premier temps un rappel du contexte suite aux enjeux énergétiques qui sont devenus une priorité internationale et nationale. La ville de Bobigny s'est engagée à travers une démarche forte. Cet engagement se traduit par la réalisation d'actions concrètes en faveur de la transition énergétique et des énergies renouvelables. En 2010, l'étude menée par le Sipérec a permis d'identifier le territoire des communes de Bobigny et Drancy comme opportun pour la mise en œuvre d'un réseau de chaleur à base de géothermie. Le contenu de ce potentiel géothermique, les villes de Drancy et de Bobigny ont lancé en avril 2016 une étude de faisabilité. Le lancement de cette étude et la continuité de l'extension de l'adhésion à la compétence optionnelle du développement des énergies renouvelables du Sipérec, faisant elle-même l'objet d'une délibération en juin 2015. Au vu des résultats annoncés, que ce soit au niveau technique et économique, les élus ont approuvé à l'unanimité le lancement de la concession portant sur la mise en œuvre du réseau de chaleur géothermique sur Bobigny et Drancy lors du dernier comité technique du 25 septembre 2017. Le comité de suivi de l'opération a également donné son accord de principe pour le transfert de la gestion du réseau existant sur la ville de Bobigny au Sipérec. Le réseau de chaleur urbain de la ville est un élément essentiel et la bonne mise en œuvre du projet. En effet, ce réseau représente la moitié des besoins énergétiques totaux à desservir. Ce transfert permettra ainsi de valider la diminution des tarifs de chaleur proposés aux usagers et d'en garantir la stabilité. Le transfert du réseau et de ce fait du contrat de délégation de service public signé avec IDEX est toutefois soumis à certaines conditions. Dans un premier temps, le lancement effectif du projet par le comité syndical du Sipérec, puis dans un second temps, la réalisation d'un audit du réseau actuel et l'accord des parties prenantes sur les éventuelles mesures à prendre en fonction des résultats. Par ailleurs, conformément aux dispositions réglementaires, ce transfert sera sans conséquences financières et ne nécessitera pas aucune décision ou avenant. Suite à la validation des résultats et du calendrier du projet de géothermie lors du dernier conseil municipal du 27 septembre 2017, il est donc proposé au conseil municipal d'approuver le transfert de la gestion du réseau de chaleur urbain de Bobigny au Sipérec qui entraîne le transfert au Sipérec du contrat de délégation de service public d'exploitation du chauffage urbain conclu entre la commune de Bobigny et la société IDEX le 16 novembre 1999. D'autoriser le maire, donc moi, à signer le procès-verbal de transfert après la réalisation par le Sipérec d'un audit technique, financier et administratif du contrat de délégation de service public. Je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions? Non? Très bien, donc on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Non plus. Très bien, je vous remercie. Donc, délibération numéro 2, approuvé. Mémoire numéro 3. Tableau des emplois communaux et il est demandé au conseil municipal d'approuver le tableau des emplois communaux. Ce tableau représente la cartographie de l'ensemble des emplois de la ville au regard de la prise en compte des éléments suivants. Dans un premier temps, la création de 17 postes suite aux avis favorables émis lors du comité technique du 14 avril, du 21 juin, du 5 juillet et 12 octobre 2017, nécessaires au bon fonctionnement des services municipaux. Dans un second temps, la création d'un poste complémentaire de directeur général adjoint,
dans le cadre de la réorganisation de Direction générale des services. Et enfin, la création de 34 emplois correspondant au nombre de fonctionnaires de l'OPH de Bobigny dans le cadre de leur rattachement à la ville donc de Bobigny, pour leur permettre un détachement à la coopérative balbinienne conformément au statut. Voilà. Y a-t-il des questions, des observations? Monsieur Moury? Oui, je pense que sur ce sujet, il y a largement des observations. Monsieur le maire, vous n'êtes pas sans savoir que les instances de l'OPH sont dans un processus dit d'information-consultation prévu par le Code du travail. Celui-ci se terminera le 9 novembre, date où le comité d'entreprise sera réuni pour être consulté. Avant cette date, il ne peut y avoir de modification du tableau des emplois communaux pour y intégrer les 34 postes de fonctionnaires de l'OPH. Le comité technique n'avait donc pas le droit de se prononcer à ce sujet. Vous le saviez, car les élus CGT du comité technique vous ont lu une déclaration qui d'emblée vous indiquait que la date posait problème. Il poursuivait en disant, permettez-moi de les lire, le comité technique ne saurait se prononcer aujourd'hui sur la création de ces 34 postes avant le terme du processus d'information sur la question de l'avenir de l'Office. Pour rappel, le terme de ce processus d'information-consultation est le 9 novembre prochain. Cela constituerait non seulement un délit d'entrave vis-à-vis des instances représentatives du personnel de l'OPH, mais également des élus du CT. Nous exigeons donc le respect de la date butoir du 9 novembre. Il précisait, par cette demande explicite, je les lis à nouveau, « Afin de respecter les instances paritaires, nous demandons le report du dossier de la modification du tableau des emplois communaux. » Or, malgré cela, vous avez maintenu cet ordre du jour et mis le comité technique dans une situation impossible, puisqu'ils n'ont pas eu d'autre choix que de voter pour la création des 34 postes de fonctionnaires pour les agents de l'OPH. Les élus de la CGT n'allaient tout de même pas vous offrir, en s'abstenant, un argument vous permettant d'envoyer au CIG les fonctionnaires de l'OPH, refusant d'être transférés à la SCIC. Ce procédé particulièrement malhonnête n'en reste pas moins illégal. J'en veux pour preuve ce qui s'est passé à l'OPH la semaine passée, où des entretiens individuels de fonctionnaires ont été immédiatement interrompus et reportés à la date du 9 novembre après que la CGT ait envoyé un communiqué. Nous voterons donc contre ce mémoire et avons alerté le préfet à son sujet lorsque nous l'avons rencontré lundi. Il est d'ailleurs très étonnant, alors même que les services de l'État nous ont confirmé que vous n'aviez toujours pas commencé la moindre démarche formalisée qui permettrait à l'État d'instruire votre projet et d'y donner ou non un aval, que vous précipitiez les choses ainsi concernant le volet RH du dossier. Ce mémoire bâclé, cette volonté de passer en force, est à l'image de la manière dont vous avez mené ce projet, seul, au mépris de tous, de la loi, des institutions, comme des habitants. Ce mépris, les Balbiniens le ressentent et y font face. Ainsi, 2189 d'entre eux ont participé au référendum citoyen organisé en octobre par un collectif d'organisation de défense du logement. À la question « Les logements HLM de Bobigny doivent-ils être privatisés ?», 99% ont répondu non et ont ainsi affirmé leur attachement à une gestion publique. Depuis 2014, Bobigny n'avait plus connu de moment démocratique aussi fort et chacun a senti à quel point cela nous manquait. Nous avons remis le résultat de ce référendum ainsi que les cahiers d'émargement au préfet. Ce préfet qui s'est réjoui de ce regain de vie démocratique dans notre ville. Pour notre part, nous restons fermement opposés à ce projet de privatisation de l'OPH et continuerons à nous battre aux côtés des Balbiniens qui le rejettent. Merci Monsieur Moury. C'est étonnant de ce que vous nous dites parce que, comment dire, le préfet n'a pas eu du tout ce discours avec nous. Donc là, je suis très étonné. De plus, faire, comment dire, mettre, comment dire, en place des postes vacants. C'est aussi, comment dire, une anticipation, puisque vous, tout à l'heure, vous parliez d'anticipation et au sujet, comment dire, des finances. Donc là, effectivement, nous faisons une anticipation. Libre, comment dire, à la CGT lors du CT de nous dire nous ne participons pas au vote. Voilà, il y a eu comment dire, une suspension de séance et comment dire, on a repris suite à leur retour pour, comment dire, voter ces 34 postes. Donc je ne vois pas pourquoi vous nous dites ça. De plus,
ce n'est pas parce que la ville ouvre des postes que forcément les 34 personnes, si elles ne veulent pas venir et si au contraire l'OPH, nous n'arrivions pas à avoir l'agrément, forcément les personnes resteront à l'OPH, bien entendu. Donc il est hors de question que nous fassions quoi que ce soit avant que cette date fatidique, puisque ce n'est qu'une ouverture de poste et non pas l'embauche des personnes. Voilà, donc si vous ne participez pas au vote, très bien. Nous allons continuer et comme ça, vous pouvez... Ah mais non, vous aviez dit que... Tout à l'heure, vous avez dit que vous ne participez pas au vote. Ah, au contre, d'accord, ok. Bon, bah, de toute façon, comme ça, on sait au moins que vous votez contre. Donc, comme vous avez 2 bras, vous serez 6 à voter contre. Je vous remercie. Monsieur Bartholomé. Oui, monsieur le maire, pardon, mais à la fois au nom d'un certain nombre de collègues de la majorité et par ailleurs siégeant au comité technique, siégeant également au conseil d'administration de l'OPH, je voudrais quand même... Alors encore une fois, monsieur Maurice, je suis assez étonné, mais je pense que c'est dû au fait que nous sommes filmés et que vos déclarations et vos prises d'opposition prennent une tournure beaucoup moins dans l'échange ces derniers temps que dans les conseils municipaux précédents depuis 2014. Mais ça n'est pas grave, nous savons nous adapter. Tout d'abord, vous avez, et je le reconnais assez simplement, en tant que témoin, membre de la commission technique, retracé très précisément les déclarations préalables des délégués du personnel CGT. Vous avez néanmoins, dans ce que vous avez dit, clairement indiqué qu'ils étaient contraints. Alors franchement, je ne vois pas qui les contraignait. C'est les délégués CGT des employés municipaux, et vous les voyez de temps en temps derrière vous ici dans cette enceinte, ont la parole plus que libre. Que ce soit en dehors du comité technique ou du CHSCT ou dans les comités en question. Donc contraint, pardonnez-moi, mais je m'inscris un peu en faux. Et ensuite, s'il s'agissait d'une contrainte morale, comme vous l'expliquez, pour empêcher la municipalité, la vilaine municipalité, de renvoyer les fonctionnaires de l'OPH vers le CIG, explication de texte, Centre intercommunal de gestion, c'est-à-dire, voilà, ils n'ont plus de poste, ils sont payés en attendant d'en trouver un. Pardon, mais vous quelque part, vous insultez la compréhension du public à laquelle vous parlez, parce que en quoi un vote négatif ou une abstention des délégués CGT au comité technique nous empêchait d'avoir cette délibération ce soir? En quoi un vote négatif nous empêchait les intégrer aux services municipaux? Vous savez très bien que les votes dans un comité technique, se font à la majorité, et que si une partie des représentants du personnel vote contre, il reste encore la partie qui représente la municipalité, l'administration et les autres élus du personnel. Donc on est loin d'avoir une majorité en comité technique. Et enfin, vous savez pertinemment aussi que même qu'un vote au sein du comité technique, les avis sont consultatifs, ils ne sont pas obligatoires. On consulte le comité technique et les représentants du personnel, et c'est le conseil municipal qui prend la décision. Vous prenez donc aujourd'hui la décision de ne pas accepter cette mise à jour du tableau des emplois communaux, dont acte. Vous êtes contre la création d'une coopérative HLM, dont acte. Très bien. Après, de dire que c'est privé, ok. Moi, je suis désolé, mais pour que tout le monde soit bien éclairé, il me semble qu'au niveau national, le Parti communiste français fait la promotion de l'économie sociale et solidaire à telle enseigne que votre parti a même créé un site internet spécifique, www.ess.pcf.fr. Quand j'ai regardé ce site la dernière fois, c'était la semaine dernière, je m'aperçois que l'on sollicite l'ensemble des adhérents du Parti communiste, membres de coopératives dans les banques coopératives,
d'aller bien aux assemblées générales, au conseil d'administration, etc. Alors moi, ça ne me dérange pas, hein. J'ai été très longtemps administrateur d'une caisse de crédit mutuel, donc moi j'y allais aux assemblées générales, j'allais au conseil d'administration, et je trouve ça très bien. Je trouve que c'est un engagement citoyen qui en vaut bien d'autres. Mais si c'est bien l'économie sociale quand c'est une banque, c'est peut-être bien aussi quand c'est du logement social. Enfin, je ne sais pas. Peut-être se renseigner. Ensuite, moi, je veux bien croire qu'il y ait 2199 personnes qui aient rempli votre questionnaire et qui aient répondu comme vous le souhaitiez. J'en doute pas, hein. Je n'en doute pas du tout. Ce dont je doute davantage, c'est que vous ayez donné aux gens que vous avez interrogés tous les éléments permettant d'éclairer leur choix. Parce que quand on veut parler de référendum, une des règles principales du référendum, c'est qu'on donne à celui que l'on appelle un référendum les outils de comprendre de quoi il est question. Donc j'imagine que vous n'avez pas dit aux gens qu'une coopérative, c'est pas une société privée comme les autres. C'est assez paradoxal parce que je ne veux pas trop prolonger le débat, mais ayant été dans ma courte vie agent contractuel de l'État à la délégation interministérielle de l'économie sociale, je connais un petit peu les mutuelles, les coopératives et les associations. Et j'ai même eu, à titre personnel, à défendre à de nombreuses reprises, notamment auprès d'un certain nombre de représentants de mouvements de gauche, le fait que l'économie sociale n'était pas spécialement publique, mais que c'était des statuts privés. Donc de ce point de vue-là, je suis d'accord avec vous. Mais le paradoxe, c'est que, après avoir dit pendant 30 ans que l'économie sociale et solidaire, c'est pas tout à fait du privé, à Bobigny, pour le Parti communiste, c'est du privé. Bon, je me rassure en me disant que le Parti communiste n'a pas cette position dans le reste de la France, mais c'est pas très grave. C'est vous. Mais moi, je ne pense pas que ce que je lis dans la documentation officielle soit des mensonges. Donc je le lis, je me renseigne, je m'informe. Vous me reconnaîtrez au moins que j'ai toujours eu l'honnêteté intellectuelle de me renseigner avant de parler. Même si a priori c'est pas ma tasse de thé, quand on me parle et quand j'ai un interlocuteur en face de moi, je me renseigne, et je lis, et j'essaie d'écouter ce qu'il dit et j'essaie de lire ce qu'il écrit. Donc sur l'OPH vous êtes contre. Écoutez, vous êtes contre. Mais est-ce que vous avez expliqué à ces 2199 personnes qu'à partir du 1er janvier, si l'OPH reste public, ils ne doivent plus s'adresser au maire en ce qui concerne les problèmes de logement. Il faut qu'ils aillent trouver le président de Est Ensemble. Il faut qu'ils aillent voir le président d'Est Ensemble. Et probablement qu'après... Monsieur Abdel-Sadi, attendez de prendre la parole, que tout le monde ait fini, d'accord? Merci. Non, pas dans le micro. Pas dans le micro, donc attendez, s'il vous plaît. Ça aussi, c'est de la démocratie, monsieur Abdel-Sadi. Et donc probablement après, compte tenu des évolutions à la métropole et des évolutions au gouvernement, et probablement nous allons avoir ensuite une compétence de la métropole. D'ailleurs, je me réjouis, monsieur le vice-président de la Seine-Saint-Denis, que au moins sur les inquiétudes, nous nous rejoignons. Puisque, comme tous les habitants de Bobigny, j'ai eu le plaisir aujourd'hui de recevoir cette pétition émanant du département de la Seine-Saint-Denis pour le maintien des services publics de proximité, où on nous explique quand même, très clairement, on nous dit, alors moi c'est pareil, nous ce qu'on dit c'est qui prendra en charge les logements sociaux de l'OPH demain. Alors quand vous nous dites demain qui accueillera les enfants des 55 crèches départementales et les familles, qui protégera l'enfance en danger, qui entretiendra les 350 km de route, qui soutiendra la culture, qui construira de nouveaux collèges, qui délivrera le chèque de réussite, qui luttera contre... Eh bien moi je vous dis, qui s'occupera du logement social demain? À cette question, vous n'avez pas répondu. Donc sur une question de principe, est-ce que comme ça, a priori, le logement social, c'est plutôt public ou plutôt privé? Ah bah oui, messieurs. Comme ça, a priori, le logement social, c'est plutôt public. Sauf que la majorité des logements sociaux à Bobigny, ils sont déjà privés. C'est comme quand on nous a dit, vous allez brader le patrimoine de l'OPH. C'était quand même indispensable pour rétablir les finances et pouvoir continuer à s'occuper de l'ensemble des autres logements.
vous allez brader le patrimoine immobilier, vous allez vendre au privé, vous avez fait peur à des gens, vous avez joué sur les peurs d'un certain nombre de locataires en leur disant qu'on va vendre à des promoteurs. Mais aujourd'hui, on vend à qui Estienne d'Orve et la ferme? À Emmaüs Habitat. Donc vous aurez beau essayer de faire comprendre aux locataires de ces deux cités, de ces deux résidences, que Emmaüs Habitat, c'est le grand capital, je pense que votre argument, il va en prendre un plomb dans l'aile. Tout ça nous tient un peu éloigné de la délibération dont il est question, puisque en dehors de la question, la création de la coopérative et donc du transfert des personnels, ce que vous n'avez pas dit non plus, c'est qu'effectivement, si les délégués, notamment CGT, ont fini par se résoudre effectivement à voter pour, c'est pour une seule raison. Enfin, peut-être plusieurs, et je ne vais pas me faire l'interprète de... Mais dans les arguments que nous avons avancés, parce que là, pour le coup, il y a eu une discussion, il y a eu un échange. C'était pas simplement je suis contre et puis je suis contre, basta. Non, il y a eu, et je tiens d'ailleurs à titre personnel, c'est pas à moi de le faire au nom de la majorité, mais à titre personnel, je tiens à les remercier, à la féliciter de cet échange que nous avons eu, comme quoi on arrive parfois à se rejoindre. C'est qu'au-delà de la question de la coopérative, il y a la question de l'OPH au 1er janvier 2018. Vous, Monsieur Moury, vous assurez quel avenir aux 34 agents publics de l'OPH lorsque, au 1er janvier, ça sera Est Ensemble et peut-être plus tard la métropole? Vous leur assurez qu'ils resteront à Bobigny? Ah oui? Ah bah ça c'est bien. Je viens de découvrir que nous avions au sein du conseil municipal le président d'Est Ensemble et le président de la métropole en un seul homme. Oui. Ah bah oui, bah heureusement, parce que l'opposition n'est pas très présent au conseil territorial. Hein. Pas très présent au conseil territorial. Et pardon, et je l'ai dit, et je l'ai expliqué. Et d'ailleurs, nous avons discuté avec le président, puisque vous voulez aller dans les détails de nos discussions. Il a été très clairement expliqué au président d'Est Ensemble. Vous me conduisez vers ce chemin, donc je vous en remercie. Il a très clairement été expliqué quelles étaient nos craintes. Et encore une fois, lorsque le maire de Bobigny est intervenu en conseil territorial pour dire que nous ne voterions pas contre le rattachement, contre la délibération proposée par le conseil territorial et donc par son président, c'est parce que nous n'étions pas contre Est Ensemble, mais que nous ne pouvions certainement pas voter pour. Et avec le maire de Bobigny, 28 conseillers territoriaux se sont abstenus. Et je ne vais pas encore une fois vous rappeler que les 8 élus de la majorité de gauche de Pantin n'ont pas participé au vote après avoir déclaré publiquement, au nom du maire, par la parole du premier adjoint, que la municipalité de Pantin était contre le rattachement à Est Ensemble. Donc, continuer à en faire une affaire politique, de dire la municipalité UDI, la municipalité UDI, il se trouve qu'au sein d'Est Ensemble, des élus de gauche, y compris du Parti communiste, puisque une vice-présidente communiste a voté contre, des communistes, des socialistes, des centristes sont contre ce rattachement. Alors, vous pouvez continuer à dire la méchante municipalité UDI. Pour aller plus loin encore dans la discussion, il y a même un certain nombre d'élus de gauche qui sont venus me voir en disant c'est bête qu'on n'ait pas eu l'idée de la coopérative avant. Parce que là, maintenant, c'est trop tard. Maintenant, on est pieds et poings liés. Et ils ont tous la même inquiétude. Inquiétude d'ailleurs que manifestement le président du département et donc sans doute son exécutif partagent sur l'avenir de la métropole et tout ce qui va être fait. Vous savez peut-être, vous ne savez peut-être pas, que le président de la métropole, Patrick Ollier, qui devrait être notre ami politique, si je vous écoute, a dit et a même écrit au président des établissements publics territoriaux qu'il renonçait à présenter une délibération avant le 31 décembre en ce qui concerne les compétences aménagement et développement économique. Juridiquement, ça veut dire quoi? Juridiquement, ça veut dire qu'au 1er janvier 2018, ça va être le grand pataquès. Parce que ça veut dire qu'au 1er janvier 2018, puisque la métropole n'aura pas délibéré sur ce qui est d'intérêt métropolitain, la totalité de la compétence aménagement et la totalité de la compétence développement économique revient à la métropole. Donc si vous pouvez vous satisfaire que dorénavant la ZAC Écocité sera dirigée sous l'autorité de Patrick Ollier, que dorénavant le développement économique et l'ensemble des activités que nous avons en commun avec Est Ensemble mis en place
depuis 2012. De rien être fier, 2012, c'est vous, c'est pas nous. Et bien demain, c'est Patrick Ollier qui va gérer. Si vous trouvez ça bien, moi personnellement, je ne trouve pas ça bien. Je ne trouve pas ça bien parce que nous avons le risque imminent, et en matière de logement social, c'est la même chose, nous avons le risque imminent que un certain nombre de majorités, non pas politiques, mais géographiques, réussissent à se reconstituer à la métropole, et que demain, comme hier, ce qui risque de se produire, c'est ce contre quoi nous nous battons, vous et nous, depuis un certain nombre d'années, c'est-à-dire tout ce dont personne ne veut à l'ouest, ça sera pour l'est, et tout le reste, ça sera pour l'ouest. Moi, je ne me résous pas au détour d'une mauvaise application des lois, parce qu'on nous raconte à nous qu'on est des mauvais citoyens parce qu'on ne vote pas le rattachement de l'OPH à Est Ensemble. Mais vous voyez bien, le fait que la métropole, elle, ne prenne aucune délibération sur des sujets essentiels comme l'aménagement du territoire et le développement économique, décide de ne pas respecter la loi non plus, d'une certaine manière, en ne votant pas de délibération, en ne définissant pas l'intérêt métropolitain. Nous avons travaillé en commun pendant des mois avec l'ensemble des élus de toute couleur politique à Est Ensemble, et avec 2 autres établissements publics territoriaux, nous avons été les seuls à transmettre à la métropole un document détaillé sur ce que nous pensons, nous élus d'Est Ensemble. Pas nous élus de droite ou nous élus de gauche, nous élus d'Est Ensemble. On s'est mis d'accord sur un texte long, important, sur les sujets qui concernent les compétences de la ville, du territoire et de la métropole. Et on l'a fait ensemble. Et on ne s'est pas jeté des noms d'oiseaux à la tête. On l'a fait ensemble. Et à ça, on nous répond quoi? On nous répond, on ne va pas voter. Eh bien, pardon, mais non, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord que demain, la métropole décide de tout. Je ne suis pas d'accord avec l'idée qui a été partagée à la fois par le gouvernement socialiste et avant lui par la majorité Sarkozy. C'est marrant, hein, parce que des gens qui se battent entre eux pour des postes, finalement, sur le fond, ils sont d'accord. Qu'on nous prépare une espèce de métropole à 6,5 millions d'habitants en essayant de copier soi-disant l'impact mondial sur l'économie que pourrait avoir une ville comme Londres, Madrid, etc. Sauf que ce qu'on oublie, c'est qu'on crée les grands ensembles, mais on ne respecte pas les mêmes règles. On crée les grands ensembles, mais on ne respecte pas les mêmes règles. Si vous pouvez-vous vous satisfaire demain que le logement social n'est plus dirigé à Bobigny, que l'aménagement du territoire n'est plus décidé ici, que le développement économique n'est plus décidé ici. Et pardon, hein, Bobigny ou Est Ensemble, c'est pareil. C'est pareil. Parce qu'en ce moment, c'est le territoire qui est dessaisi. Et avec ces informations que vous avez parfaitement comme moi, vous savez très bien aussi que le gouvernement est en train d'imaginer que les établissements publics territoriaux rattachés à la métropole du Grand Paris ne seraient demain plus que des officines administratives. Il n'y aura plus d'élus. Donc je vous remercie beaucoup. Hein. Chaque fois quand il est question d'Est Ensemble, vous tournez vers moi en prenant à témoin le public en disant « Mais vous êtes à Est Ensemble, vous allez nous défendre. » Bah oui, sauf que demain, s'il n'y a plus d'élus, qui c'est qui va défendre quoi? Donc arrêtons de jouer à cette petite guéguerre, l'UDI, machin truc. Dans ce combat-là, monsieur Moury, alors peut-être que ça ne vous intéresse pas, que la seule chose qui vous intéresse, c'est les affaires municipales jusqu'en 2021 ou 2020. Peut-être, mais voilà. Nous, on est obligé de nous intéresser un peu à autre chose, et notamment, on est obligé de s'intéresser à la réalité de ce qui se passe. Merci, monsieur Bartholmé. Monsieur Moury. Je vais laisser la parole d'abord à mon collègue, il ne s'est pas exprimé jusqu'à maintenant. Bah oui, mais c'était vous en premier, donc... Monsieur Yatera. Merci, monsieur le maire. Donc, dans un premier temps, donc, si on peut avoir un peu de respect pour les uns et pour les autres, parce que lorsqu'on parle d'assiduité, on sait même du conseil municipal. Donc, je pense que le report qu'il y a eu la semaine dernière et le peu d'élus que nous sommes donc aujourd'hui incite à nous respecter un peu les uns et les autres. Monsieur le maire, moi, ce que je voudrais noter par rapport à cette SIC et donc ce que vous nous avez dit, c'est qu'il n'est pas faute de vous avoir écrit, monsieur le maire, pour essayer de construire quelque chose et d'avoir un débat dans cette ville sur, bien entendu, sur la SIC, là où nous n'avons pas eu des réponses. Et on s'est aperçu que dans les semaines, étant donné que vous nous avez vu lancer donc un référendum,
Bon, on en a vu un autre apparaître donc sur le Bonjour Bobigny. C'est malheureux parce qu'on aurait pu le construire ensemble et on aurait pu débattre, comme le disait donc Monsieur Bartholomé, plus précisément entre élus et avec la population. Après, donc, on n'a pas pu aussi avoir un débat sur les statuts donc, de la SIC. Alors oui, donc, dans vos préambules au niveau de ces statuts, vous nous dites que l'objet sera principalement dédié à l'accession sociale à la propriété. Ok, on l'entend lorsqu'on regarde. Il n'est pas dit ça, il est écrit, monsieur le maire. Je vous incite à lire, je vous incite à relire donc les statuts. Donc, ce que vous nous dites par rapport à l'accession sociale à la propriété, oui, nous aussi, donc, pendant notre mandat, donc, nous l'avons fait avec Copimo et les engagements que nous avons pris, et bien sûr, et les engagements que nous avons pris et les axes qui ont été définis pour les habitants, donc, étaient bien redéfinis. Ensuite, sur les statuts, moi, ce que j'ai pu voir, donc, là aussi, lorsque vous nous avez lancé, ce questionnaire, je peux voir que au niveau du conseil d'administration, donc il y aura 18 membres. Donc vous s'étiez donné un peu plus de parole, j'ai cru voir donc à la population et aux habitants, mais j'ai pas très bien compris parce qu'au niveau de vos partenaires socio-économiques, vous souhaitez donc qu'ils soient à peu près à 30%, donc 30% sur 18. Je vous laisse faire un peu les comptes. Donc si c'est dans cette catégorie-là que vous voulez les mettre. Donc une faible participation donc, pour la population qui vous souhaitait soit représentée au niveau de cette SIC, où vous laissez une grande part donc, au niveau de tout ce qui est donc, pour l'accession à la propriété. Donc là aussi, c'est un choix que vous faites et il faut le définir ainsi. Mais moi, ce que j'ai trouvé un peu plus choquant en relisant donc, vos statuts, c'est sur l'article numéro 5, où vous parlez de transfert du siège social, c'est-à-dire que vous laissez le choix de vouloir, si vous souhaitez ne plus être au niveau du chemin vert, mais d'être autre part, vous laissez le choix de revoir complètement donc, ces statuts. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous pouvons débattre de ces statuts, mais que si demain vous décidez d'aller donc autre part, ces statuts-là seront caducs. Je vous incite aussi à regarder l'article 5 de ces statuts au niveau de la SIC. Donc là aussi, c'est un peu bizarre. Et après, ce que nous, on peut noter, au-delà de cette SIC que vous souhaitez mettre en œuvre, c'est aussi la politique au niveau de l'habitat et du logement que vous souhaitez mettre au niveau de cette ville. Donc bien sûr, avec le projet du centre commercial, on a vu le nombre de logements sociaux, le nombre de logements à l'accession à la propriété que vous voulez faire et que vous souhaitez donc qu'il n'y ait que 10% de logements donc, sociaux, à croire, vu ce que j'ai pu lire donc, au niveau du Bonjour Bobigny. Donc là, voilà, donc, un centre-ville dédié non pas à la population donc, balbinienne, mais plus aux primo donc, accédants, avec le cœur du centre-ville donc pour eux, et voir si on peut mettre peut-être d'autres personnes au niveau de la périphérie. Voilà, c'est comme ça que l'on voit donc votre politique, et il faut l'assumer. Et oui, on est contre cette SIC, et plus particulièrement contre les statuts de cette SIC. Merci, monsieur le maire. Merci, monsieur Attera. Monsieur Moury. Oui, alors je ne vais pas répondre à tous les points. Juste un point de forme, monsieur Bartholomé. Si vous voulez éviter effectivement qu'il y ait des interventions intempestives, il faut peut-être rythmer nos échanges et que vos interventions ne soient pas trop longues et qu'on ait la possibilité de répondre, parce que c'est quand même assez frustrant effectivement, surtout que vous avez la tactique habituelle de mettre des mots dans la bouche des autres, et donc c'est assez difficile de ne pas résister à répondre, même si je conçois qu'il faille intervenir dans un cadre bien donné. Sur ma position marquée, alors moi je vous le dirais, hein, enfin les caméras on les a oubliées, c'est surtout vous qui avez voulu les installer, donc je pense que peut-être que vous avez décidé de travailler autrement depuis qu'il y a des caméras, mais enfin moi ça ne m'influence pas. Si les positions ne sont plus marquées, c'est parce que le sujet est très sérieux. Je veux dire, sur ce sujet-là, alors on n'est pas d'accord, hein, ça c'est évident, mais c'est un sujet qui engage les Balbiniens pour de nombreuses années. C'est un patrimoine que les élus balbiniens, avec l'argent des Balbiniens, l'argent de la solidarité nationale des impôts, on a mis 50 ans à constituer. Donc c'est pas rien de se dire qu'on va en faire autre chose et que ça se décide à 3 dans un bureau et que personne
n'est consulté. Sur l'économie sociale et solidaire, bien sûr qu'on en fait la promotion. Oui, entre une société purement privée et une société privée de l'économie solidaire, bien sûr qu'on est pour l'économie solidaire. Par contre, là, on est en train de parler d'autre chose. On parle d'une société publique et on rétrograde à une société privée, certes, dans le cadre de l'ESS, mais on abandonne le statut public. Donc on est bien dans quelque chose dont on ne peut pas faire la promotion. Sur donner tous les éléments. Vous parlez de notre référendum et vous vous posez la question de si on a donné les éléments. Oui. Je peux vous dire qu'il y a eu un débat passionnant, effectivement, avec les Balbiniens, et que c'était un référendum avec un vote, avec un oui et un non, et qu'il y a des gens qui nous ont dit non, moi je prends surtout pas le oui et le non. On a insisté pour que chacun puisse choisir. Mais surtout, au-delà de la forme, Wali Attera vous l'a rappelé, on a été les premiers à exiger de vous qu'il y ait un référendum sur la question. Alors vous étiez en droit de dire non, sur ce sujet-là, je ne veux pas le référendum, mais à défaut de référendum, vous pouviez engager un grand débat public. Alors vous allez me dire que M. Bérébi fait des réunions d'information. Enfin oui, c'est des réunions d'information, c'est la consultation à la Macron. C'est-à-dire que j'ai vu pendant 36 heures les organisations syndicales, mais j'ai jamais écouté ce qu'ils racontaient. Donc c'est pas ça un grand débat. Un grand débat, c'est poser ensemble les enjeux, parce que la question est éminemment politique. La question de l'avenir dans la métropole, bien sûr qu'elle est politique. Il faut qu'on la pose ensemble et qu'on ait une grande bataille avec la population. Mais c'est pas... Là aussi, vous nous accusez de jouer avec les peurs. Mais enfin, qui a joué avec les peurs en premier? C'est-à-dire, Est Ensemble, il faut arrêter. Encore une fois, vous êtes élus à Est Ensemble, nous sommes élus à Est Ensemble. Enfin, pas moi personnellement. Mais Est Ensemble, c'est nous. Et dans votre propagande, ce qu'il faut bien appeler de la propagande, Est Ensemble, on avait l'impression, enfin moi j'ai surpris des conversations, parce que malheureusement au bout de 7 ans d'existence, effectivement Est Ensemble n'est pas encore connu de tous les habitants. Il faudrait qu'on se pose aussi la question de pourquoi. Ça c'est un autre débat. Avec des gens qui disaient « Ah, j'ai lu la lettre du maire, il y a une grande société privée là, qui s'appelle Est Ensemble, qui va nous racheter, on risque tout. » Enfin, il faut arrêter. Vous savez très bien, vous comme moi, qu'il y a un consensus politique dans tous les EPT à l'échelle de la métropole, et en particulier à Est Ensemble, pour que rien ne bouge. Et donc, vous savez très bien que si l'OPH reste un OPH, leur attachement est purement symbolique, que les élus seront balbiniens, que le président restera M. Bérébi, et donc qu'à courte échéance, rien ne changera. Alors bien sûr, vous nous dites 2020. 2020 est peut-être la suite et les réformes de Macron. Mais c'est là où on n'est pas d'accord sur le rôle que peuvent jouer des élus. C'est-à-dire qu'il y a certes le rôle institutionnel, et on est ici pour voter des mémoires et se prêter au jeu de la démocratie institutionnelle, mais il y a aussi le rapport de force à établir. Moi, je vous rappelle que sur l'OPH, là où vous avez appliqué le surloyer en disant que vous n'aviez pas le choix et que sinon on aurait des amendes, nous, on avait fait le choix politique de rentrer en confrontation avec le préfet, et de dire à la CUS, à la Convention d'utilité sociale, deux choses. Un, on ne vendra pas le patrimoine, parce que le patrimoine des Balbiniens, il est aux Balbiniens. Et donc on ne le vendra pas. Et on l'avait inscrit, alors qu'il y avait des fortes pressions de l'État pour vendre ce patrimoine. C'était déjà présent dans la loi Boutin. Et la deuxième chose, on a dit on n'appliquera pas le surloyer. Et on n'a pas eu les amendes, il y a eu un rapport de force politique. Donc demain, bien entendu, moi je vous invite, comme le faisait tout à l'heure Abdel Sadi, à prendre la carte du Parti communiste, parce que quand je vous entends... nous, nos élus se sont battus contre 7 métropoles. C'est pas de la métropole, hein, c'est un peu comme les débats sur l'Europe. La question, c'est pas d'être pour ou contre l'Europe ou pour ou contre la métropole. C'est 7 métropoles. La métropole du Charles de Gaulle Express, la métropole des Tours à la Défense, la métropole, et là je vous rejoins entièrement, de cette pseudo-histoire de la concurrence entre les grandes capitales, et sur cette base, il faudrait orienter toutes les décisions. Nous, on se bat contre ça aussi. Simplement, c'est une bataille qu'on va mener à la fois dans la rue. Moi, je vous invite le 16 novembre à vous battre contre les lois Macron. On va se battre dans la rue, on va se battre dans les institutions, et il ne peut pas y avoir de hold-up. Le hold-up que vous racontez, à savoir les OPH remontent à Est Ensemble, et par un tour de passe-passe, 6 mois après, on se retrouve dans un grand organisme. Je vous rappelle déjà qu'à l'échelle d'Est Ensemble, c'était la crainte qu'on pouvait avoir. Moi, je l'ai relayé, d'un grand organisme. Aujourd'hui,
là où vous attisez les peurs et que vous avez des propos mensongers, c'est quand vous dites par exemple on va être englobé par Est Ensemble, comme s'il y avait un organisme, un OPH d'Est Ensemble qui reprenait, et cet organisme n'existe pas. Il y a des réunions de DG qui avaient été organisées pour voir comment on pouvait travailler ensemble et mutualiser les choses. Ils ont arrêté de se voir depuis plus d'1 an. Donc avant qu'il y ait ce que vous vendez aux habitants pour leur faire peur, à savoir le fait que très rapidement, une fois que l'OPH de Bobigny sera remonté à Est Ensemble, on n'aura plus le contrôle dessus, un grand organisme va être créé, etc. Enfin, on en est très loin. Donc moi, je veux bien entendre les critiques de jouer avec les peurs, mais prenez votre part sur ce domaine. Et donc pour éviter ça, effectivement, moi je reviens au grand débat qu'il n'y a pas eu. Mais à tous les niveaux, c'est-à-dire que vous n'avez respecté personne. Pas Est Ensemble. Puisque vous avez cette crainte d'Est Ensemble, ayez le débat sur la table, mettez-le sur la table. Hein, vous avez rencontré le président d'Est Ensemble, je crois au mois de juillet ou au mois de juin, sur le sujet, qui vous a donné des garanties, etc. À aucun moment vous ne lui avez expliqué que vous aviez ce projet, et à aucun moment vous n'avez confronté votre point de vue. Le conseil d'administration de l'OPH, il a été convoqué 2 fois de manière informelle par le président Bérébi à des soirées sushi pour parler. Mais ce n'était pas un conseil d'administration. Il y avait tous les membres du conseil d'administration, ils avaient été invités. Ça n'existe pas. Le code de la construction et de l'habitat est très clair sur les manières de convoquer. C'est comme si vous, monsieur le maire, vous convoquiez le conseil municipal en disant on n'est pas tout à fait un conseil municipal, on va se voir tous les élus. Et... Non, ça n'existe pas, ça. C'est pas prévu par la loi. Donc vous n'avez pas respecté le conseil d'administration de l'OPH. Pas Est Ensemble. Pas les instances, la CG2LS avec qui vous venez de signer un avenant comme quoi vous étiez un OPH, vous ne l'avez pas respecté. La fédération des OPH, vous ne l'avez pas respecté. Donc vous avancez seul, et surtout le plus grave, vous n'avez pas respecté les balbiniens. C'est-à-dire qu'on vous a invité à un débat là-dessus, vous n'avez pas mené de débat, parce que vous essayez de nous endormir là, sur la question de l'économie sociale et solidaire, sur la question des statuts, là on est sur un mémoire technique, aujourd'hui on est sur les 34 fonctionnaires. Mais au fond du fond, la question quand même, c'est qu'est-ce que vous voulez faire avec cet office ? Comment vous voulez répondre aux 4000 demandeurs de logement qui sont à Bobigny ? Ça, vous n'y répondez pas. Vous vous contentez à chaque fois, et Jonathan Bérébi, dans les réunions qu'il anime, se contente de dire « n'ayez pas peur, il n'y aura pas ceci, il n'y aura pas cela ». Mais à aucun moment, il arrive en disant « voilà, on a tel projet pour le logement social de la ville ». Par contre, vous avez été clair, monsieur le maire. Vous avez dit « moi, je ne construirai plus, il y a suffisamment de logements sociaux dans cette ville, j'en construirai le moins possible, et si possible du PLS ». Je vous rappelle que 85% des demandeurs de logement de la ville sont éligibles au PLAI. Donc quand on va construire du PLS, c'est pour d'autres personnes que Bobigny. Encore une fois, il y a des impératifs de mixité sociale. Moi, je ne suis pas contre, on peut en discuter, c'est un autre problème. Mais aujourd'hui, en fait, votre problème ne répond pas à la population balbinienne. Sans compter, alors je ne serai pas plus long parce que j'ai dénoncé le fait que vous étiez long, donc je ne serai pas plus long, mais j'en viens à votre questionnaire. Vous vous moquez du monde. Pour le maintien d'une gestion locale du parc social balbinien, enfin, moi je signe dès demain, enfin, tout le monde va répondre oui. Mais on ne voit pas le rapport avec la vraie question qui est est-ce que je dois changer le statut de l'OPH, elle n'est pas posée. Hein. Pour davantage de représentants des locataires et des salariés. Il y a plein de promesses du président Bérébi sur le sujet. Aujourd'hui, dans les statuts, et Wally Atera l'a souligné, c'est en option. Hein. C'est-à-dire que ce coup-ci, on joue à un coup. Ce coup-ci, il y aura plein de représentants, effectivement, on vous achète avec de la poudre aux yeux. Et puis le coup d'après, ce n'est pas statutaire. Pour une priorité d'accès accordée aux balbiniens au logement social municipal. Bon, ça faisait partie de votre programme, mais enfin, il y a une loi. Hein. Là aussi, le Code de la construction et de l'habitat, il prévoit comment on attribue des logements. Vous avez des quotas de réservation, etc. Vous ne pourrez pas faire plus que ce que vous aurez de quotas. Enfin, c'est pas une question de volonté politique. Là, on est dans l'application de la loi. Et alors, enfin, j'y viens. Moi, ce qui me paraît le plus dangereux, la possibilité offerte aux locataires d'acheter leur logement. Moi, je vous invite à venir au Pont de Pierre, rue Voltaire, ICAD. 2005, déconventionnement. Ensuite, pendant 5 ans, ils essayent de faire de la vente à la découpe. Ils y parviennent péniblement sur quelques logements. C'est pas qu'à Bobigny, 40 000 logements sur la région parisienne. Et à la fin, ils se disent, bon, on a besoin de cash parce qu'on passe à l'habitat de bureau. On va tout vendre en lot. Résultat, l'OPH rachète. Alors, vous ne cessez de dénoncer, de dire que ce rachat a été la cause du déficit de l'OPH. En attendant, ça a permis à 480 familles balbiniennes d'être reconventionnées dans le logement social. On a racheté, on a mis 20 millions pour le rachat, 20 millions pour la réhabilitation. C'était pas suffisant d'ailleurs, parce que bon, mais on a mis 20 millions. Aujourd'hui, vous voyez bien la différence. Vous venez rue Voltaire, vous voyez ce qui a été racheté par l'OPH, ce qui a été entretenu, réhabilité par l'OPH, puis vous voyez ce pauvre petit bâtiment qui appartient encore à ICAD, qui est une copropriété qui devient dégradée
parce qu'il y a eu ce dogme, effectivement, à un moment, enfin là, c'était même pas du dogme, c'était du business. Mais derrière, il y avait quand même le dogme de Sarkozy du tous propriétaires. Donc là, il y a un vrai danger. Quand je vous dis que vous engagez l'avenir de la ville et du parc HLM, on ne va pas transformer le parc balbinien en coprodégradé. C'est-à-dire que vendre le moindre appartement dans cette ville, alors évidemment, ça peut faire plaisir à certains habitants, enfin sur le papier, parce qu'après, quand on discute un peu avec eux, quand on leur dit est-ce que vous avez pensé aux charges, est-ce que vous avez pensé que ça allait devenir une coprodégradée, etc. Évidemment, ils reviennent sur le sujet. Donc là, ça, c'est non seulement, je dirais, on n'est pas d'accord politiquement, mais enfin, c'est extrêmement dangereux. Et en plus, ça ne s'inscrit pas du tout, quand je dis que vous ne respectez pas, ça ne s'inscrit pas du tout dans les documents d'orientation, du PLH, du PLUI, etc., sur lesquels il y a eu des orientations très claires dans lesquelles vous êtes inscrite. Et là, on revient dessus. Donc ça, enfin, vous pouvez pas faire ça. Alors après, vous allez nous dire, mais non, vous avez mal compris, on va faire de l'action à la priorité avec des nouveaux programmes. Très bien. Ça, un certain nombre d'OPH l'ont fait. Par exemple, l'OPH de Pleine Commune l'a fait. Il a créé une société coopérative, comme Copimo aussi dans le 94, mais qui reste une société annexe de l'OPH sur une activité parallèle et annexe. L'essentiel de l'activité restant de gérer et de produire du logement social. Là, vous inversez les choses. Vous créez une toute petite coquille et vous voulez remplir l'OPH dedans et ensuite... parce que quand on regarde ce que vous voulez faire, effectivement, vous avez pris des statuts types, hein, bon, ça se voit, mais enfin, c'est l'auberge espagnole. C'est rachat de copropriété, gestion à tous les niveaux. Vous voulez gérer l'intégralité de la ville avec la SCIC. Non, ça va pas. C'est pas sérieux. Franchement, c'est pas sérieux. Et si c'était que pas sérieux, ça resterait dans ce cadre, ça resterait du débat politique. C'est dangereux pour l'avenir des Balbiniens. Donc moi, je vous demande sérieusement, et y compris pour le sérieux, parce que quand dans 2 mois, vous serez retoqué par l'État et que vous serez une fois de plus à la risée de toutes les collectivités du département, moi, je vous demande sérieusement de revenir sur le projet dès ce soir. Merci, Monsieur Maury, de votre intervention. Parfait. Nous allons revenir, comment dire, à ce qui était, je vous rappelle quand même, la modification du tableau des emplois communaux qui a bifurqué, bien sûr, sur la coopérative. Mais bon, on va revenir. On ne va pas, comment dire, recommencer un débat sur que ce soit l'OPH, que ce soit la coopérative, que ce soit ceci, cela. J'admets que, comment dire, vous avez fait plein de belles phrases, etc. Mais à un moment donné, soyez réalistes. Vous savez très bien que, comment dire, tout ce que vous venez de dire là, ça va se réaliser. C'est-à-dire, d'Est ensemble, tout va partir, comment dire, à la métropole. Vous le savez, simplement, vous ne voulez pas le voir. Voilà. Allez, on va passer, comment dire, au vote. Donc, pour le tableau communal. Donc, qui est contre? Vous aviez dit que vous votiez contre. Merci. Qui s'abstient? En vous remerciant. Donc, la libération numéro 3 est accordée. Mémoire numéro 4. Conditions d'attribution d'indemnité horaire pour travaux supplémentaires. Alors, il est demandé au conseil municipal d'approuver les conditions d'attribution de rémunération des personnels de catégorie C et B, des indemnités horaires pour travaux supplémentaires. Le bénéfice des indemnités horaires pour les travaux supplémentaires est accordé dans la limite des contingences mensuelles de 25 heures intervenant le jour, la nuit et ou les dimanches et jours fériés sur la base d'un état contrôlé selon le décret numéro 2007-1630 du 19/11/2007 pour les catégories C et B, dont les missions impliquent la réalisation effective d'heures supplémentaires. Dans cette perspective, une nouvelle procédure a été mise en place pour formaliser aussi bien les demandes que le suivi financier. Donc, y a-t-il des questions, des observations? Très bien, on va voter. Qui est contre? Qui s'abstient? En vous remerciant. Donc, délibération numéro 4, adoptée. Mémoire numéro 5, aide à l'entrée en apprentissage pour apprentis reconnus en qualité de travailleurs handicapés. Lors du conseil municipal du 28 juin dernier, la collectivité a réaffirmé sa volonté
de favoriser l'apprentissage en intégrant 25 apprentis au sein des effectifs de la ville pour la rentrée 2017-2018. Dans une dynamique d'insertion professionnelle, la collectivité encourage l'intégration des personnes reconnues en qualité de travailleurs handicapés. À ce titre, ces jeunes bénéficient de plein droit d'une aide visant à couvrir les frais inhérents à l'entrée en apprentissage proposée par le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, d'un montant de 1 525 € bruts par diplôme préparé. Il est demandé au conseil municipal d'approuver l'attribution de cette aide sous forme de prime, aide apprenti, RQTH. Donc, y a-t-il des questions, des observations? Personne? Très bien, donc on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? En vous remerciant, délibération numéro 5 adoptée. Donc, avez-vous des questions sur les décisions du maire prises en application de l'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales, Monsieur Moury? Oui, juste une petite question technique. Sur la dernière, la D86-17, j'ai évidemment pas toutes les parcelles de la ville en tête. Donc la parcelle cadastrée rue Maurice Bureau, est-ce que ça a un lien? Il y a déjà une petite Rappelez-moi unité de laquelle, vente. rappelez-moi laquelle. La dernière, la D86-17. Oui. En fait, il y a déjà une petite unité de vente là, pour le programme qui va bientôt surgir. Est-ce qu'il s'agit de ça ou alors d'une emprise technique donnée à un... Non, un c'est une emprise promoteur? technique, ça. D'accord. Il me semble que c'est une emprise plus technique. C'est MTR bâtiment. C'est une, comment dire, c'est pas, comment dire, c'est pas une bulle de vente. C'est pas une bulle de vente. C'est ça doit être, comment dire, une base vie ou un truc comme ça. Dans le cadre de la réalisation d'un programme immobilier, voilà. Pour Kaufmann Broad, c'est la société MTR Bâtiment a souhaité pouvoir disposer d'une parcelle de terrain pour y installer une base vie. Voilà. La ville pouvant répondre favorablement à cette demande, une convention pour la mise à disposition de cette parcelle de terrain d'une surface de 224 mètres carrés cadastrée, section A 125, située rue Maurice Bureau, a été conclue pour une durée de 24 mois pour le montant d'indemnité annuelle d'occupation de 2 240 €. D'accord. Voilà. C'est une base vie. Alors moi j'avais été interpellé par certains habitants de la rue Maurice Bureau sur une base, je dirais, un peu irrationnelle de crainte par rapport à ces constructions. Moi je vous invite effectivement peut-être à faire un courrier pour rappeler ce qui se passe si ce n'est pas déjà fait. Si, ça a été fait déjà. Voilà. Il y a eu, il y a eu aussi... Oui, mais en général le premier courrier fait peur, donc moi de façon assez constructive, je vous invite à en faire un deuxième qui rassure. Voilà. On ira, je profite que j'ai la parole dans la foulée pour vous poser une question sur le site de la ville, enfin une demande plutôt de mise à jour en fait je sais pas comment appeler ça, du tableau des élus, de la page des élus. Alors deux choses, suite au dernier conseil municipal, il y a eu des modifications et a priori elles n'ont pas encore été prises en compte. Donc on ne sait pas trop comment sont réparties les nouvelles délégations. D'accord. Ouais. Et la deuxième chose, ça c'est une demande assez ancienne, mais comme c'était pas très important, on n'avait pas pensé à la formuler. Mais j'en profite puisque c'est lié. Ce serait quand même intéressant, il y a une rubrique les élus de l'opposition et ensuite on est tous élus dans le même pot. On appartient pour les élus communistes au groupe communiste, pour les élus socialistes au groupe socialiste, et il y a deux élus qui n'appartiennent à aucun groupe, enfin je crois. Voilà, si on pouvait préciser les choses, ça permettrait à chaque balbignon de savoir qui est qui. Très bien. Regardez ça. Donc, y a-t-il des questions sur le procès-verbal de la dernière séance du conseil municipal? Non? Comment? Très bien. L'ordre du jour étant épuisé, le conseil municipal est donc terminé. Je vous informe que le prochain conseil municipal aura lieu le 15 novembre 2017. N'oubliez pas de signer la feuille de présence et les documents budgétaires. Et les commissions, Monsieur Moury, les commissions, c'est le 6 novembre, le lundi 6 novembre. C'est tout simplement 10 jours avant le conseil municipal pour permettre aussi, pour vous permettre d'être là, hein, et aussi pour pouvoir s'il y a des amendements ou des trucs comme ça, les intégrer dans le conseil.
18, 19h comme les autres, comme d'habitude. Voilà. Merci.